Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et je propose Hypnose et Conversations thérapeutiques, un podcast où j'explore différents angles de vue et de vie. Je crois profondément au pouvoir libérateur de la parole, de l'écriture, de la relation, du lien et des histoires qui nous sont racontées. Je propose cette série d'épisodes pour mettre en avant des gens ordinaires et pourtant au parcours complètement extraordinaire. C'est absolument sans filtre, authentique, comme si vous preniez un café à nos côtés. Bonne écoute. Bonjour à tous, je vous invite à faire la rencontre de Jessica. Si vous êtes friand de rencontres amoureuses extraordinaires, vous êtes au bon endroit. Mon invitée nous partage une vie plus simple, minimaliste, mais selon elle, plus heureuse aussi, grâce à sa découverte de la van life en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Jessica est installée dans les Alpes, elle est créatrice et n'a qu'une philosophie, s'écouter autant que possible et suivre ses envies. La seule façon pour vous de soutenir la création de ces épisodes est de vous abonner ou de laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Alors je vous dis déjà un immense merci et je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Jessica, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Nous sommes amis de longue date et j'avais vraiment envie de mettre en lumière ton histoire pour cette série d'épisodes parce que tu incarnes à mes yeux des valeurs qui sont fondamentales à cultiver dans nos vies, selon évidemment mon propre prisme et mon angle de vue, qui sont celles de l'amour et celles de la liberté. Je suis convaincue d'ailleurs que les auditeurs comprendront pourquoi à la fin de notre conversation. Nous pouvons aujourd'hui observer à quel point la peur est semée dans notre société, dans notre quotidien, à quel point la peur aussi peut très vite nous envahir, nous diviser et nous limiter. Nos choix dans nos vies sont souvent basés soit sur l'amour, soit sur la peur. Pour moi, choisir l'amour, c'est être à l'écoute de son cœur, de son corps et de son intuition, et c'est sans s'en rendre compte se connecter à une intelligence finalement bien plus forte que nous, qui est la vie. J'aime une phrase qui pourrait résumer mes propos de manière peut-être plus simple, qui dit que la vie a des trésors pour nous dont on ne peut imaginer l'existence, et c'est ce que je trouve d'ailleurs complètement excitant et surprenant. Mais pour cela, il faut prendre des risques et avoir du courage. Je lisais dernièrement que le mot courage est très intéressant. Il vient d'une racine latine, corps, qui signifie cœur. Ainsi, être courageux signifie vivre avec le cœur. La voie du cœur, c'est la voie du courage, c'est aller dans l'inconnu, c'est laisser le passé et permettre le futur. Et celui qui est vivant, mais vraiment vivant, s'avancera toujours dans l'inconnu. Or, voilà, ce n'est pas forcément commun, simple, évident de cultiver une confiance en nos choix personnels, en nos sentiments et même en nos intuitions. Alors, qui de mieux que toi, Jessica, pour nous inviter à le faire avec le récit de ton parcours ? Pour commencer, je te demande à quoi ressemblait et à quoi rêvait la petite Jessica pour qu'on puisse mieux te connaître. Elle vivait où, elle aimait quoi et elle s'imaginait comment plus tard. Salut Ariane, merci pour cette belle introduction, ça me touche et merci de m'inviter sur ton podcast. C'est une première pour moi donc je suis un petit peu stressée, ça risque de s'entendre au début du moins. Donc quand j'étais petite, donc moi je viens de Bourgogne, j'ai grandi à la campagne. J'étais une petite fille plutôt sage, j'étais assez bonne à l'école. J'aimais beaucoup jouer dehors, j'étais pas du tout solitaire par contre, en général j'avais toujours une bande de copines avec moi, que ce soit jusqu'au lycée on va dire. Et en ce qui concerne mes rêves, j'en avais pas vraiment. Quand on me demandait quel métier je voulais faire plus tard, j'ai sans doute répondu vétérinaire, parce que j'ai toujours aimé les animaux. Mais à part ça, je me suis plutôt laissée porter jusqu'à très tard, jusqu'à la fac on va dire, où là je me suis posé beaucoup de questions ensuite sur mon avenir. Donc, t'as ton bac et tu décides de prendre quelle orientation à ce moment-là ? À ce moment-là, moi, tout ce que je voulais, c'était partir de chez mes parents, parce que j'avais envie de prendre mon indépendance et d'avoir un peu plus de liberté. Et donc, moi, mon rêve, c'était d'aller à Paris, la capitale. Avec une copine, on voulait faire une coloc. Sauf que j'ai été recalée dans toutes les facs. Donc, c'était des facs publiques et comme il y a beaucoup de demandes, j'ai été recalée partout. Et en fait, je me suis retrouvée à être prise dans la ville où tous les gens de mon lycée allaient. Et je voulais pas me retrouver avec les mêmes personnes.
Donc je me suis dit, ok, bah, puisque c'est ça, je m'en vais complètement ailleurs et je vais faire fille au pair en Angleterre. Donc je suis partie faire fille au pair en Angleterre pendant 1 an. Et comment, donc tu as cette volonté donc, de devenir jeune fille au pair, mais tu en avais déjà entendu parler avant, c'est toi-même qui as fait des recherches, comment ça s'est passé? Alors, je crois que c'était vraiment au moment où j'ai vu que j'ai été recalée à Paris. Je sais plus qui m'en a parlé, mais quelqu'un m'en a parlé. Ouais. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est une trop bonne idée, je veux voyager, je veux bouger, je veux voir autre chose. Et donc, je suis allée voir sur Internet les sites pour trouver des familles d'accueil. Je me suis inscrite, j'ai trouvé une famille d'accueil, et ça s'est fait comme ça, en fait, dans la foulée. Et j'avoue que j'ai pas trop laissé le choix à mes parents. Mon père était en panique. Ouais, Mais il pourquoi? m'allait. Bah parce que il était très inquiet. Forcément, j'avais que 18 ans. Je partais en Angleterre. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. J'avais jamais voyagé en dehors de la France. Et donc, ben, c'était. En plus, j'allais dans une famille que je connaissais pas. Mm. Donc, forcément, ça l'inquiétait un petit peu. Mais moi, j'avais peur de rien. À ce moment-là, j'étais jeune. Donc c'était parti, quoi. Et tu parlais déjà un petit peu anglais? J'étais bonne en anglais à l'école, donc je pensais que oui, mais en Mhm. fait quand je suis arrivée là-bas, je me suis vite rendu compte que nos cours étaient pas suffisants et en fait je comprenais rien ce qu'on me disait. Mais bon, c'est venu au fur et à mesure en rencontrant des gens, en étant avec ma famille d'accueil et ça s'est très bien passé. T'as encore des liens aujourd'hui avec ta famille d'accueil? Oui, bah, je les ai toujours sur Facebook. Mhm. Et donc de temps en temps, on se laisse des petits commentaires, mais après on discute pas vraiment. Mais c'est vrai que j'aimerais, le jour où la maison est un peu mieux retapée, j'aimerais les inviter à venir passer quelques temps chez nous. Waouh! Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, justement, cette première expérience, on verra, à l'étranger? Mm. T'es revenue complètement changée ou avec une ouverture d'esprit? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'imagine que c'était très riche. Ouais, c'était incroyable, vraiment une super expérience. Déjà, ça m'a apporté beaucoup de liberté, parce que là, j'étais plus chez mes parents pour la première fois. Et ma famille d'accueil était vraiment hyper cool. C'est complètement une autre éducation, en tout cas chez eux, mais je pense même en Angleterre. Et donc ils étaient beaucoup plus cool. Je sortais très souvent. Euh, j'ai rencontré plein de gens. J'ai beaucoup fait la fête aussi. Donc 18 ans, c'est l'âge où tu peux sortir. Donc Mm. en fait, j'ai un peu plus pris mon indépendance à ce moment-là. J'avais de l'argent de poche, chose que je n'avais pas aussi quand j'étais chez mes parents. Donc j'ai beaucoup profité et surtout, j'ai plus eu envie d'aller à Paris après ça. Déjà, je voulais rester en D'accord. Angleterre parce que j'adorais l'Angleterre. Mais la vie était beaucoup trop chère là-bas, donc j'ai pas pris cette option finalement. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ok, finalement, je veux pas du tout aller à Paris. Ça m'intéresse plus, Paris. Et donc, j'ai cherché une ville où il faisait beau. Je me suis dit, ok, je vais aller dans le sud de la France, à Montpellier, je connais personne, très bien. Je vais rencontrer du monde et c'est ce que je veux. Je veux partir à Montpellier. Donc tu arrives à Montpellier et on se rencontre d'ailleurs Mm. à cette période-là. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de fac à Montpellier, toi? Moi, j'ai le souvenir de, de nombreuses sorties, de Ouais, beaucoup de fêtes. c'est ce que je retiens particulièrement, c'est la fête. Vraiment, La fête. j'ai eu ma licence, donc Bac+3, mais je ne sais pas comment. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Mais non, je retiens beaucoup des années de fête et vraiment du bon temps. Des copines, des copains. Ouais. Mais c'était génial. Et pareil, encore beaucoup d'indépendance. J'étais seule, donc cette fois toute seule, en plus même pas dans une famille d'accueil. Et vraiment, je décidais de tout. Même si j'avais pas beaucoup d'argent, mais à cette époque, je m'en moquais un petit peu. Je me nourrissais un peu comme je pouvais. Ça pouvait être dur parfois, mais au final, tout ce qui comptait, c'était faire la fête et être avec mes amis. Donc non, j'en retiens vraiment beaucoup de bons souvenirs. À la fin, j'en avais un peu marre quand même, j'avais envie d'autre chose, parce que ça commençait je commençais un peu à tourner en rond à Montpellier. Et donc la suite, malheureusement, c'est pas passé comme prévu. Je voulais continuer mes études, mais j'ai été recalée dans toutes les facs aussi, parce qu'évidemment, j'avais pas un très bon dossier. J'ai eu ma licence, mais j'avais pas de très bonnes notes, comme je faisais beaucoup la fête. Et donc j'ai été recalée de toutes les facs publiques, parce que je pouvais pas aller dans des facs, des écoles privées. Donc tu avais une licence en information et communication. Oui, oui. Et donc Infocom. Je sais pas Ouais. si ça existe encore. Sans doute. Peut-être ça s'appelle plus comme ça, mais oui, il doit y Ouais. avoir quand même le même genre. Et toi, tu voulais poursuivre avec un Ouais, master en ouais. alternance.
Et je crois que tu avais alors ça pas c'était, trouvé... c'était après. En fait, la première fois, je me suis dit, je vais continuer juste la fac parce que je savais pas vraiment quoi faire en fait. Mais dans ma tête, de toute façon, c'était plus tu fais d'études, mieux c'est. Ouais. Donc moi, je voulais continuer mes études. Je me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, c'était juste comme ça en fait. Sauf que j'ai été recalée partout. Bon, j'avais pas fait de demande d'alternance, donc T'as passé ta vie à te faire recaler. Oui, oui, oui. Comme quoi, c'est plutôt bon signe, on verra pourquoi. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est clair. c'était pas ta place. Ouais, c'est clair. Les études ne voulaient pas de moi. Moi, je voulais pourtant, mais non, Ouais. ça n'a pas été possible. Bon, j'ai quand même eu bac plus 3, mais plus, c'était impossible apparemment. Donc, je suis retournée chez mes parents. Donc là, ça a été très dur. Après 4 ans de liberté, on va dire, je retourne chez mes parents. Donc là, je me trouve un petit job pour me faire de l'argent et pour pouvoir repartir après. Donc là, moi, j'étais encore décidée à continuer mes études. Donc, ou éventuellement trouver un travail dans mon domaine, donc dans le domaine de la communication. Mais impossible en France, avec un bac plus 3, de trouver un travail dans ce domaine, du moins à l'époque. Ce qui est regrettable. Ouais, c'était... bon, bref. C'est un autre sujet. Et donc, j'ai postulé pour trouver des entreprises pour être dans une école en alternance, sauf que pareil, impossible de trouver une alternance parce que pas d'expérience. Mais normal, quand tu es étudiante, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas travaillé. Donc pareil, recalé de nouveau. Donc cette fois, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais pas rester toute ma vie chez mes parents de toute manière. Moi, ce que je vais faire, c'est... J'ai rencontré des gens, en fait, qui m'ont parlé du PVT, pour en fait, qui est un visa vacances-travail, c'est-à-dire que tu peux passer 1 ou 2 ans dans certains pays et ce visa te permet de travailler et de voyager. Donc j'étais intéressée par partir au Canada et donc j'ai postulé pour le PVT. Tu sais pourquoi le Canada ou pas? Parce que en fait beaucoup de monde m'en avait dit du bien. J'avais rencontré quelques personnes qui étaient parties à Montréal et tout le monde m'avait dit que c'était génial, que là-bas on trouvait du travail facilement, que voilà, le Canada était incroyable, donc j'avais envie de voyager. Ok. Donc tu retournes vivre chez tes parents, tu décides de postuler pour avoir un PVT, donc un visa, tu l'as. Alors non, pas tout de suite. C'est vrai qu'entre-temps, il Recalé y a une encore. histoire. Non, non, pas du tout. Non, cette fois, j'ai fini par l'avoir. Ok. Mais plus tard. Et c'est vrai qu'il y a une histoire en parallèle. C'est qu'en parallèle, pendant que j'étais ma dernière année de fac, un garçon prend contact avec moi sur Facebook. J'adore. En fait, ce garçon m'avait repéré à un concert à Montpellier et il m'avait retrouvée. C'est un geek. Après, ce que tu peux expliquer aussi, c'est qu'il t'a retrouvé parce qu'à l'époque, il me semble, sur Facebook, des événements étaient publiés pour chaque concert. Ouais. Et on pouvait voir le nombre de participants et les personnes s'affichaient. Ouais, c'est ça. J'avais mis que je participais au concert, du coup, il m'a retrouvée. Et il m'a contactée. Donc il m'a écrit, bon, il m'a abordée. Donc vous êtes pas vus pendant le concert? Non, moi je l'ai pas vu. Toi tu l'as pas vu, mais non. lui t'a vu. Ouais. Et il est pas venu me parler, donc moi ce mec vient me parler, il me dit qu'il m'a vu au concert. Et, sur Facebook. Ouais, il vient me parler sur Facebook. Déjà en plus, pas de photo de profil. Enfin, sa photo de profil, il avait un masque du ski, bref, on voyait rien. Il n'y avait aucune information. Il vient me parler, il se présente avec un petit message un peu humoristique. Et puis moi, j'étais pas intéressée parce qu'en plus, déjà, j'allais partir à peine un mois après. C'était la fin de l'année de ma 3e année. Et en plus, je voyais déjà quelqu'un, donc j'étais pas du tout intéressée par aller rencontrer un mec. Ouais. Donc bon, il a laissé tomber. Je l'ai recalé gentiment. Cette fois, c'est moi qui recale. Ah, c'est bien. La revanche. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après... Et tu te souviens de ce qu'il t'a dit? Ouais, il m'a abordé en me disant salut. Alors déjà, il a commencé, je crois, par me dire qu'il m'avait vu au concert de Chill Bump, donc c'était le groupe que j'étais allée voir. Et est-ce que c'était moi? Donc au début, moi, j'ai fait croire, non, c'est pas moi, je vois pas de qui tu parles. Enfin, non, c'est pas moi. Et il m'avait dit, ah bon, dommage, j'ai cru que c'était toi, la fille au premier rang, dommage, j'avais envie de la rencontrer. Donc ça m'a beaucoup intriguée, donc j'ai dit, bon, ok, si, c'était moi. Et donc on a parlé, il s'est présenté en me disant, salut, moi j'aime pas les moustiques, j'aime pas David Guetta, j'aime la rando, j'aime l'escalade, les voyages, et donc toi, qui tu es, présente-toi, machin. Trop mignon. Ouais, mais bon, ça m'a pas...
séduite sur le moment. Tu t'es dit, c'est qui ce relou? Ouais, voilà, bah oui, bah je me suis dit un mec voilà, qui vient t'aborder et qui, voilà, c'est tout, qui est intéressé, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai été très gentille, je lui ai dit que j'étais pas disponible. Et voilà, ça s'est arrêté là. Mhm. Un mois après, du coup, je rentre chez mes parents. Et là, il revient à la charge. Mais du coup, ça m'intrigue. Je me dis, dis donc, il insiste. Mais en plus, il est sympa. Et puis moi, j'étais chez mes parents. Je m'ennuyais. Donc, on a discuté. On s'est mis à discuter. Puis on a vraiment sympathisé. Et donc, a commencé une relation. Enfin, non, c'était pas... Il n'y avait pas de relation, mais en tout cas, c'était une communication longue distance pendant 1 an et demi. Parce que lui, à l'époque, il est à Montpellier aussi. Ouais, il était à Montpellier, mais lui, il partait justement après au Canada. Donc lui aussi, il m'avait convaincu d'aller à Montréal. Il est parti en PVT à Montréal. Et donc, il me racontait d'ailleurs un petit peu sa vie là-bas, et c'était génial. Et moi, bon, bah, je faisais ma vie chez mes parents. Et vous discutiez ensemble tous les jours? Pratiquement, ouais, vraiment. Il y a eu un moment où il y a eu un petit froid, on s'est plus parlé, puis finalement on s'est reparlé, puis on a fini par même se téléphoner tous les jours après. Et c'était un peu devenu une petite addiction, c'était vraiment une relation virtuelle, voilà. Ouais. Mais il y avait de l'ambiguïté évidemment, mais il n'y avait pas de... On est ensemble, quoi. Ouais. On était amis. Et un jour, pour plaisanter, je lui ai dit, mais moi, de toute façon, je vais venir te rejoindre, hein. J'ai que ça à faire, quoi. Et puis, ça me tentait de voyager, quoi. Donc, de toute façon, j'avais envie de partir. Et lui, il a pris au sérieux. Il a dit, bah oui, viens, en fait. J'ai un van, viens, on fait un road trip. Et donc, on a commencé à prendre ça au sérieux et à organiser un road trip. Mais toi, à ce moment-là, t'as abandonné tout projet d'études. Ouais. Ah oui, oui, oui. Donc, ton objectif, c'est devenu partir à l'étranger Ouais. via ton PVT. Ouais. Et finalement, bah, tu rencontres, on peut le nommer, Jonas. Vous avez cette relation à distance et finalement, tu te dis, bah, je vais le rejoindre. Ouais. Donc là, je me dis, je le rejoins en Amérique, aux États-Unis. Et on verra si j'ai mon PVT. Je rentrerai au Canada. Lui, il avait aussi repostulé pour son 2e PVT. C'était une année où il avait le droit d'enchaîner 2 PVT. C'était particulier. Et donc, lui, il l'avait eu, en plus. Donc, moi, j'espérais l'avoir. Et à la limite, on fait le road trip. Et après, on continue le road trip en rentrant au Canada avec nos PVT. D'accord. Sauf que moi, je l'ai rejoint, j'avais toujours pas de PVT. Donc voilà, donc là, je le rejoins. Donc tu le rejoins. Attends, on va remettre quand même du contexte parce que ça paraît évident pour toi. Oui, c'est vrai. Mais vous discutez ensemble et vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes juste des amis. Ouais. Et qui décident de se rejoindre. Ouais. Quand tu annonces à ton entourage... Un ami que je n'avais jamais vu. Que tu n'avais jamais vu de ta vie, oui. Enfin, voilà, tu vois. Ouais. Quand tu annonces à tes parents que tu pars aux États-Unis le rejoindre pour faire, je suppose, comment tu leur dis? Alors déjà, je dis pas que c'est un mec que j'ai jamais vu. Sinon, mon père aurait été complètement en panique. Déjà qu'il avait pas trop envie que je parte. Mais bon, il se disait, ah, tu pars rejoindre un ami, oui, bon, bah, rêve pas, c'est pas qu'un ami. Il veut plus, quoi. Ouais. Je lui disais, mais non, c'est un ami. Bon, bref, je disais que je le connaissais de Montpellier, des études. Et donc, je leur annonce que oui, j'ai envie de partir, que de toute façon, je vais faire un PVT, et que si ça se passe mal avec lui, de toute manière, c'est pas grave. Moi, je m'en vais, je suis grande, je me prends un hôtel, je fais mon voyage toute seule, quoi. Enfin, je me débrouillerai, j'avais pas peur de ça. Et donc, je finis par partir, donc je lâche mon job en Bourgogne, et puis je prends mon visa touriste, et je m'en vais. Je prends l'avion. Non, c'était pas la première fois du coup, comme j'étais partie en Angleterre, et donc je prends l'avion, et là, c'était le stress total. Ouais, le stress total, je le rejoins à Los Angeles, il vient me chercher à l'aéroport. Et donc finalement, ça s'est fait assez naturellement. Après, il m'a montré le van. Le van qui était d'ailleurs une voiture, plus qu'un van. C'était une voiture à 6 places où tu baisses tous les sièges et tu mets ton matelas. Et en fait, du coup, on avait un matelas, on n'avait pas du tout d'espace personnel. On s'habillait dehors, on vivait dehors en fait, et juste on dormait dans la voiture. Mais attends, quand t'arrives à l'aéroport, t'es dans quel état? Ah bah complètement stressée, oui. Et tu t'es J'étais pas bien. dit, mais je sais pas, imagine c'est un psychopathe. Si, évidemment, mais je me l'étais déjà dit bien avant. En fait, déjà, quand on a commencé à prévoir ce voyage, c'était peut-être 2 mois avant de partir, donc on en a beaucoup parlé. J'ai essayé de me renseigner au maximum sur lui. Après, bon, il m'a mis en confiance, hein, je lui ai parlé beaucoup.
Non, j'avais confiance. J'étais assez sûre de moi. Même si, tu t'en souviens toi-même, tu me traitais un peu de folle. Ouais. Et t'étais pas la seule. J'avais beaucoup d'amis qui me disaient, mais t'es complètement folle de rejoindre un mec que tu connais pas. Ouais. Bah, Mais, surtout pour aller... c'est pas comme si t'allais à le l'autre bout du monde, en rejoindre plus, chez lui, Mm. dans un appartement. Oui. C'est quand même une vie nomade, donc toujours en Ouais, déplacement, ouais. dans un espace en plus réduit, Ouais. avec une proximité qui Mm, est, enfin pour des inconnus ou des personnes qui se connaissent pas, qui est tout de suite quand même Ouais, assez c'est sûr. impressionnante. Ouais. Parce que j'imagine, je sais pas, même la première fois vous avez dormi ensemble. Ouais, c'est clair. Hyper gênant, non? Non. Non, pas vraiment. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas inconsciente, mais insouciante. J'avais peur de rien et j'avais envie d'aventure, d'expérience, quoi. J'avais pas peur de l'inconnu. J'avais vraiment envie de vivre un truc de fou, je pense. Ouais. Et puis je pensais surtout, franchement, au voyage, à ce qu'on allait voir et vivre, quoi. Faire de la randonnée dans des grands espaces naturels. Je pensais surtout à ça, en fait. Je pensais pas aux vannes. Sur le moment, j'y pensais pas plus que ça. Voilà. Et quel est ton recul aujourd'hui sur la relation virtuelle qui passe au réel, justement? Bah, Parce que finalement, je me disais, à distance, quand tu n'as pas rencontré la personne, tu nourris un imaginaire. Ouais, c'est vrai. Tu projettes aussi Ouais, tes ouais, envies, carrément. tes désirs sur l'autre personne et tu t'inventes un peu une histoire. Ouais, bah c'est vrai que... Donc ça passe ou ça casse, et c'est Ouais. assez tranchant. Ouais, ouais, Et ouais. en plus, sur 1 an et demi, donc tu as Ouais. eu le temps de De me faire une idée de lui. Oui. Et même lui, une idée de moi. Mais bah ça, après, on en avait beaucoup parlé aussi, en se disant, t'imagines, on s'entend pas... j'espère que ça va bien se passer. Il y a eu beaucoup d'hésitations. J'étais pas certaine à un moment donné d'y aller, quoi. Vraiment, je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en fait. Parce que j'avais peur qu'il attende quelque chose et que finalement, même si moi j'étais pas contre l'ambiguïté et l'éventualité qu'on se mette en couple, mais je voulais être sûre que si ça ne se fait pas, c'est ok, en fait, qu'on soit amis. Et donc on a beaucoup parlé. Et c'était un peu délicat ces discussions, mais bon, en tout cas, je voulais être sûre parce que je partais quand même un peu à l'autre bout du monde avec un peu un inconnu, même si j'avais l'impression de le connaître. Mais effectivement, quand je l'ai rencontré en vrai, après, c'est là que je l'ai vraiment connu. Finalement, je m'étais fait une idée de lui, effectivement, et j'ai vraiment découvert d'autres choses à propos de lui en vivant avec lui. Et parce qu'évidemment, ça rapproche d'être 24 heures sur 24 avec une personne, de dormir avec cette personne, et de vivre aussi un voyage un peu fou ensemble. Donc ouais, ça rapproche. Et donc, votre premier trip ensemble, vous allez où? Comment se passe votre quotidien? Qu'est-ce que vous découvrez ensemble? Comment votre lien Ouais. Alors secret? au début, ça a été... au début, la première semaine, hein, c'est tout. Ça a été un peu compliqué parce que lui, ça faisait 3 mois qu'il voyageait seul. Donc lui, c'était un grand solitaire. Et donc au début, j'arrive, donc très très sympa et tout, il m'a bien accueilli, on s'est très bien entendu, mais il y avait parfois, quand on faisait des visites, il ne marchait même pas avec moi, il me laissait un peu seule. En fait, il était un peu dans son coin, il faisait ses trucs, et moi, ça me bouffait un petit peu. Je me suis dit, mais attends, je suis pas venue là pour avoir un chauffeur, en fait, quoi. Ouais. On fait le voyage ensemble, ou alors on arrête, quoi. Enfin, Ouais. c'était très spécial, sa réaction. Et donc, j'ai un peu craqué, parce que bah, forcément, c'est intense, quoi, comme expérience. T'es à l'autre bout du monde, avec un inconnu, puis finalement, il est un peu distant. Ouais. Et donc, Déception. j'ai craqué. Et pour s'expliquer, quoi, on s'est expliqué, effectivement, lui, il a compris, il s'est excusé, et puis, en fait, il m'a juste expliqué que bah, c'est parce que c'était le temps qu'il serait habitué. Ça faisait 3 mois qu'il était vraiment seul, donc il n'était pas habitué à être avec quelqu'un et à parler tous les jours, etc. Surtout que moi, j'étais plutôt une bavarde, et lui, plutôt calme. Et donc, mais finalement, ça s'est fait, et puis bon, on s'est rapprochés de plus en plus, on s'est vraiment bien entendu, donc ça s'est bien passé. Après, vraiment, il est facile à vivre, moi aussi je l'étais, donc tout s'est bien passé. C'était vraiment ce petit truc, mais il y a eu une explication, et ça s'est réglé. Et après, c'était fou, parce que déjà, je découvrais l'Amérique, qui est quand même un pays particulier, hein. C'est un pays qui fait un peu rêver depuis toujours. On regarde des films, ça se passe en Amérique, toutes les stars les plus connues, c'est des Américains, des Américaines. Et donc, voilà, moi, j'ai découvert un autre monde, quoi. Et c'était aussi la première fois que je vivais
de cette manière, donc dans un van, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins d'hygiène, il fallait que je m'habille autrement, c'est-à-dire qu'avant j'étais très coquette, j'étais très... je me maquillais tout le temps, je sortais jamais pas maquillée, impossible. Je m'habillais bien, je m'habillais très féminine, je me faisais les ongles, je me coiffais, enfin bref, à la totale quoi. Et donc là j'ai arrêté ça parce que c'était pas possible, c'était juste pas possible, même s'il y en a qui le font, hein, mais moi non, c'était vite inconfortable de continuer à vivre comme ça, et puis finalement ça m'allait très bien, je me suis très vite adaptée et je me suis sentie beaucoup mieux en fait, ça m'a enlevé un poids. À ce moment-là ? Ouais, vraiment. Vraiment, en fait, ça m'allait beaucoup mieux d'être au naturel, de pas avoir cette pression de attention là, est-ce que je suis belle enfin, vraiment, avant c'était ça, j'étais comme ça. Mais donc ça m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et les pays que vous avez visités ? Enfin, les États, pardon. Et donc on a fait un peu tous les États de l'Ouest. Et chaque État est plus beau, est plus beau que l'autre. À chaque fois, on a découvert des paysages incroyables. C'est des grands espaces, tout est merveilleux, tout est gigantesque, tout est impressionnant. Les Américains aussi sont très sympas et très particuliers. C'est vraiment des cow-boys. C'est vraiment le mythe. Ce n'est pas un mythe en fait, c'est des cow-boys. Qu'est-ce que tu appelles cow-boy ? Et ben vraiment, ils mettent des chapeaux et des Santiago, quoi, vraiment. Waouh, je suis peut-être américaine. Peut-être, qui sait. Mais en tout cas très très accueillant, et la culture était très différente. Donc j'étais dans un autre pays occidental, mais la culture était complètement différente. J'avais l'impression d'être dans un film en fait, vraiment. Et donc incroyable, vraiment. Toujours aujourd'hui, vraiment, j'y retournerai en Amérique. Vraiment, c'est merveilleux. Et surtout, en van, c'est vraiment un pays à faire en van. C'est tellement grand qu'il vaut mieux avoir un véhicule. Et Est-ce que vous aviez des espaces réservés pour les vannes, justement ? Alors en fait, en Amérique, il y a beaucoup de terres publiques. Et donc, c'est des terres où tu as le droit de rester avec un véhicule et de vivre sur ces terres avec ton véhicule. Bon, certaines fois, c'est quand même limité à 15 jours. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, en Amérique qui vivent dans leur véhicule, d'ailleurs, parce que la vie est très très chère. Et donc, beaucoup de gens vivent de cette manière, là-bas. Donc, c'est assez commun. Et tout est fait pour, du coup, pour les véhicules de loisirs. Donc, c'est-à-dire que tu as des toilettes à disposition partout, des laveries, même des douches. Tout est très facile, en fait. C'est pour ça, c'est le pays de la van life. Ok. Et justement, par rapport à la van life, tu disais tout à l'heure, finalement, tu t'es beaucoup plus de naturel vis-à-vis de toi-même, un certain lâcher-prise au niveau du regard de l'autre. Mais dans la vie au quotidien, dans la van life, qu'est-ce qui change ? Moi, j'ai un souvenir, puisque je vous avais rejoint à Vancouver, et j'ai le souvenir des petits déjeuners ensemble, qui étaient juste incroyables. Et finalement, tu vois, dans une vie classique, dans un quotidien classique, j'ai envie de dire, tu prends ton petit déj et tu pars au travail. Et là, il y avait vraiment un espace-temps qui était différent. On prend le temps de savourer cette tartine, ce café, et surtout le paysage. Et tout devient... devient incroyable. en fait, tout devient incroyable. La moindre petite chose... En fait, t'apprends à apprécier chaque petite chose de la vie. C'est bateau, dit comme ça. Et surtout aujourd'hui, parce que maintenant, c'est beaucoup, mis en avant. Ouais, c'est beaucoup mis en avant, ce mode de vie. D'avoir une vie plus simple, ça te rend plus heureux. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est ce qui s'est passé en vivant en van. Ça m'a appris à avoir une vie plus simple et finalement à être plus heureuse avec moins. Donc vraiment, chaque moment de la journée est incroyable. Comme tu disais, les petits déjeuners, t'es dehors, tous les jours tu te réveilles dans un endroit différent, t'es dans la nature. Ça m'a vraiment appris à apprécier chaque moment, chaque petite chose, même la moindre douche. On se rend pas compte quand tu peux te laver tous les jours. Mais quand t'es en van, la moindre douche, c'est génial. Après, t'es vraiment la plus heureuse du monde quand t'as les cheveux propres, quoi. Et donc, ça m'a appris à aimer une vie plus simple. Et ça m'a enlevé aussi beaucoup de poids que la société pouvait me mettre. C'est-à-dire beaucoup de pression, la pression sociale, de toujours sortir. Si tu sors pas, t'es un peu déprimé. Si t'as pas d'amis, si t'as pas des belles fringues, tout ça, j'ai complètement oublié, quoi. C'est passé de côté. Je suis passée à autre chose, quoi. Et assez rapidement. Et d'ailleurs, par rapport à ton histoire d'amour, qui je trouve est assez incroyable et extraordinaire,
Mais du coup, j'ai pas encore dit vraiment, là, quand on s'est mis ensemble, finalement. Oui, on va revenir dessus. Mais allez, on y va tout de suite. Ouais, en fait, c'est tout simplement vivre avec quelqu'un H24 et vivre des expériences incroyables comme ça, forcément, ça rapproche. Ouais. Et après, on a fait ça très doucement, hein, parce qu'il fallait pas se planter non plus. On était tous les deux coincés l'un avec l'autre, donc finalement, ça s'est fait doucement, mais naturellement. Et ouais, on est tombés amoureux pendant ce voyage, et en fait, depuis, là, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et on a vécu la moitié du temps en van, je crois. Et moi, c'est une histoire d'amour incroyable, hein, parce que du coup, l'expérience plus cette histoire, ça pouvait pas être mieux. Oui, puis quand on vous voit aujourd'hui, tout ce que vous avez construit ensemble et vécu ensemble, on se dit que c'est une évidence. Ouais, c'est vrai. Et en que tout c'est très simple. En tout cas, on s'est bien trouvés, ouais. C'est sûr que on se dispute jamais. Et depuis le début, en fait, ça a toujours été... on s'entend parfaitement bien, quoi. Et comme on dit ça souvent pour rigoler, on se correspond parfaitement. Mais c'est vrai. Je pense qu'on est très complémentaires, parce qu'après on est quand même différents aussi, hein. Lui il est beaucoup plus posé, moi je suis beaucoup plus stressée. Ça s'entend. Donc en fait on se complète super bien. Et vous communiquez aussi beaucoup. Ouais, on communique beaucoup. Bon, après ça, je lui ai un peu appris aussi, hein, parce que ça reste un homme. Donc, la communication, ça s'est fait au fur et à mesure, parce que moi, de toute manière, obligée, au bout d'un moment, s'il y a des choses qui ne sont pas dites, moi, j'explose. Donc, en fait, je le mettais un peu sur le fait accompli. Il était obligé de me parler. Comme on était coincés de toute façon l'un avec l'autre. Ensemble, ouais, on était un peu forcés. Si moi, j'avais besoin de parler, il fallait qu'il parle, quoi. Donc, mais bon, ça s'est fait. Voilà, on a appris, j'ai appris à me détendre, et lui, il a appris à plus communiquer. Et comment tu fais quand tu es en van life, justement, avec ton copain, ton conjoint, pour avoir tes moments à toi? Alors ça, ouais, c'est beaucoup une question qui est revenue, que les gens nous posent souvent. Mais ils me la posaient pas comme ça. Ils nous disaient, comment tu fais pour avoir ton espace à toi? Sauf qu'effectivement, c'est plus des moments à soi qu'on a besoin, moi, je trouve. On avait beau être dans un tout petit van, c'était pas grave. Parfois, on ne se parlait pas et on faisait chacun son truc. Ou moi, parfois, j'allais explorer toute seule dans la nature pendant que lui, il restait au van. Donc c'était plus des moments, en fait. On avait beau être tout le temps l'un avec l'autre, on se marchait quand même pas dessus, parce qu'on avait nos moments où on était chacun dans son bouquin, où parfois on ne se parlait pas, et voilà. C'est juste, faut pas être toujours l'un sur l'autre, l'un avec l'autre, à faire tout ensemble. Mais l'espace, c'était pas important, vraiment. Enfin, en tout cas pour nous. Après, ça ne correspond peut-être pas à tout le monde, mais nous, ça nous va très bien. Et qu'est-ce que tu pouvais faire toi seul de ton côté et lui seul de son côté, par exemple? Moi, explorer, souvent je partais, à chaque fois qu'on trouvait un spot pour dormir, moi je partais toujours faire tout le tour. Je partais à 3 km à la ronde autour du van pour explorer, tout en faisant attention aux ours, bien sûr. Mais donc moi c'était un peu mon truc, ça. Je prenais mon appareil photo, je faisais beaucoup de photos. Et lui, ouais, il était dans ses bouquins. Alors aussi sur son ordinateur, il travaille, c'est un geek, comme j'ai dit au début. Donc il avait beaucoup de projets d'applications, de sites web, des choses comme ça. Après, je sais pas, c'était naturel. Après, on faisait aussi beaucoup de choses ensemble, hein. C'était... comment dire? En tout cas, cette histoire, ça a bien montré qu'on pouvait s'entendre et vivre ensemble par la suite, même en dehors du voyage, parce que si on se supportait en van, c'était bon, quoi. C'est vrai. Et justement, donc vous partez aux États-Unis 3 mois, c'est ça? Ouais, 3 mois aux États-Unis, parce que le visa touriste, c'est 3 mois, c'est 90 jours. Ouais. Et après, oui, en cours de route, j'ai eu mon PVT pour le Canada. Donc, trop bien. Et donc, au bout des 3 mois, on est rentré au Canada. Et là, on avait 2 ans. Et quand vous arrivez au Canada, c'est pour de nouveau une vie en van life ou en appartement? Alors, on a refait 3 mois de voyage en van. Et on est aussi monté jusqu'en Alaska. Et donc c'était incroyable. Après on a traversé tout le Canada et on s'est dit on s'installe à Montréal. Moi je voulais découvrir Montréal et j'avoue que je pense qu'à ce moment-là j'étais encore en mode c'est une parenthèse ce voyage quand même. Même si ça m'a beaucoup apporté et rendu plus simple on va dire. J'étais encore en mode il me faut un travail quoi. Il faut que je trouve un appartement, il faut un travail dans mon domaine. J'ai fait des études, je vais essayer de trouver un travail dans la communication. Et donc c'est ce qui s'est passé, on est parti s'installer à Montréal, on s'est installés ensemble.
Et on a trouvé un travail et on est resté 1 an et demi à Montréal, sauf que dès les premiers jours en appart, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est vrai. Ouais, vraiment on s'ennuyait en fait, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et on n'avait qu'une hâte, c'était de repartir. Et Surtout, donc, je suis en train de me dire, parce que Montréal, en ville, parce que ouais, en vous plus en passiez ville. votre temps en pleine Ouais. nature. Ouais, c'est clair. Bah oui, non, ça nous a fait drôle. Et c'est clair que d'avoir été habitué pendant 6 mois à être proche de la nature la plus sauvage possible, parce que l'Amérique du Nord, t'as pas... Enfin, si, t'as d'autres pays très très sauvages, mais avec ces grands espaces, c'était hyper sauvage. Et donc ça nous a fait un bien fou. Et quand tu retournes en ville, bah c'est sûr, ça fait un petit choc quand même. Mais Montréal, ça reste une ville quand même hyper agréable. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, ça reste ma ville préférée, la ville que j'ai le plus aimée. Et c'était quand même génial, on a fait énormément de rencontres, on s'est fait beaucoup d'amis qu'on a toujours. Même le travail, du coup j'ai réussi à trouver un travail dans la communication, chose qu'en France qui était impossible, là-bas c'était possible effectivement. Et ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris. Mais finalement à la fin j'avais plus envie de ça. On n'avait qu'une envie, c'est de retourner voyager, partir en van. Et à ce moment-là je pense qu'on se disait qu'on voulait vivre en van même. On s'est dit on veut une vie de nomade en fait. Ça nous correspond mieux. Donc le but c'était de trouver un travail après à distance pour pouvoir continuer à voyager. Ouais. Et donc vous achetez un van, c'est ça? Ça on l'avait acheté du coup, alors le premier van qu'on avait c'était une voiture à 6 places, là, comme une grande voiture. Vous avez aménagé que lui avait aménagé. Et puis après en cours de route, quand on est rentré au Canada, on a acheté un van un petit peu plus grand qu'on a aménagé nous-mêmes aussi sur les parkings des magasins de bricolage. Donc ça c'était marrant, c'était aussi une sacrée expérience. Et donc on a gardé ce van à Montréal, c'était notre véhicule, et on est reparti avec ce van. Et donc on est reparti voyager, c'est là que tu nous as rejoint aussi quelques temps à Vancouver. Donc ce road trip était incroyable parce que celui-ci, il était différent. On n'était pas des débutants. Donc là, on a plus vécu en mode... Ouais, c'était plus un mode de vie. Alors qu'avant, c'était plus un voyage, un road trip où on était vraiment, on changeait de spot presque tous les jours. D'accord. Là, c'était plus, on prenait le temps et... On vit en van. Ouais, on vit en van, c'était un mode de vie. Et c'était incroyable aussi. Et pour l'aménagement du van, vous l'aviez pensé, cet aménagement, justement par rapport à votre expérience précédente? Ouais, on savait qu'on avait besoin de telles affaires. En plus, comme on faisait de l'escalade et de la randonnée, on avait beaucoup besoin de place pour mettre toutes ces affaires-là. Donc on a aussi, quand on a quitté Montréal, on a dû se débarrasser de plein de choses. Moi, je m'étais remise un peu à acheter des vêtements. Je m'étais un peu remise dans la vie de ville, de citadine. Et donc j'ai dû me débarrasser de plein de choses. Finalement, ça m'a fait du bien à la fin. Je me rappelle, de se retrouver avec beaucoup moins de choses, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. D'avoir une vie un peu plus minimaliste. Et je sais plus c'était quoi la question. Pas moi non plus, là, je t'écoute, je suis bien. Non, oui, la conception du van par rapport à votre expérience. Ouais, donc voilà. Bah après, voilà, c'était un van, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de rangements parce qu'on vivait dedans, donc on avait quand même besoin de beaucoup de rangements. Contrairement aujourd'hui, par exemple, le van qu'on a actuellement en France, on veut le refaire, mais il n'y a pas besoin d'autant d'espace puisque de toute façon, maintenant, on a notre maison et qu'on ne vivra plus dedans. En tout cas pour le moment. Et vous, là, vous avez vécu combien de temps au Canada? Je sais plus. Enfin, là, à ce moment-là, en fait, on avait fait la demande de résidence permanente parce qu'on voulait vivre au Canada. Vraiment, on a eu un coup de cœur pour ce pays, on voulait rester habiter là-bas. Et alors, pourquoi vous avez eu ce coup de cœur, justement, pour le Canada? Je sais pas, pays incroyable. C'est magnifique. En fait, surtout l'Ouest. On voulait vivre dans l'Ouest parce que nous, on aime la montagne. Et on voulait retourner vivre dans l'Ouest. Et coup de cœur, les gens sont incroyablement gentils aussi, très ouverts d'esprit, très accueillants. Beaucoup plus facile de trouver du travail. Je sais pas, on s'y sentait bien. On s'y sentait vraiment chez nous et bien accueillis, bien intégrés. Donc on a fait notre demande de résidence permanente, mais c'est un peu mal tombé. Je crois que c'est tombé une année où ça a pris énormément de temps. Finalement, on a eu la résidence permanente 3 ans après, sauf qu'entre-temps, on a changé de projet de vie. Et donc on a voyagé après Montréal encore 6 mois, je crois, au Canada. Et aux États-Unis aussi, on est retourné aux États-Unis. Et puis on est rentré en France le temps d'avoir notre résidence permanente, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu nos familles, donc on est retourné en France. Et on a acheté aussi un véhicule, on avait laissé notre van au Canada, et on a acheté un autre véhicule en France pour voyager aussi le temps qu'on reçoive notre résidence permanente. D'accord. Parce que vous aviez plus le droit de rester au Canada? Si, bah en fait on pouvait pas y retourner par contre. Tant qu'on avait un visa en attente, on ne pouvait pas y retourner, donc en tout cas on ne pouvait pas y retourner et y travailler.
Mais finalement, on a fini par y retourner parce que c'était trop long à arriver, notre résidence permanente, et le Canada nous manquait trop. Mais on a fait un visa de touriste de 6 mois pour y retourner. Mais au bout des 6 mois, toujours pas de résidence permanente. Mais finalement, de toute façon, après avoir passé 1 an en France, on a pesé le pour et le contre. On commençait à avoir envie d'une maison. Et en fait, quand on a regardé les prix des maisons dans l'ouest du Canada, on s'est dit ça va pas être possible. C'était vraiment très très cher. Surtout pour vivre dans les endroits qu'on aimait, à la montagne. Et pour avoir une vie simple, c'est-à-dire pas travailler 40 heures par semaine. Ah oui, ça c'est important aussi de le mettre en avant, c'est que vous n'avez pas envie de... Enfin, ouais, en fait, comme on veut une vie simple, on a moins de besoins, donc on a moins besoin d'argent et on a moins besoin de travailler. Et donc voilà, on voulait garder ce rythme de vie. Et au Canada, c'était pas possible en fait. On s'est vite rendu compte que c'était pas possible. Et finalement, on a commencé à envisager de vivre en France. On a regardé justement, on a comparé. On s'est dit, ok, là, on pourrait peut-être avoir la vie dont on rêve en France. Donc ça fait son petit chemin. Moi, au départ, Jonas était beaucoup plus partant que moi. Moi, j'ai mis du temps à tirer un trait sur le Canada quand même. Je me suis dit, moi, je suis pas du tout prête à rentrer en France. Hein. Mais finalement, ça a fait je pense qu'on s'influence en fait l'un et l'autre. Et finalement, ça fait qu'on finit toujours par se retrouver d'accord. Et à la fin, moi, j'avais qu'une hâte, c'était rentrer en France, chercher une maison dans les montagnes. Enfin, c'était notre nouveau projet. D'accord. Et donc, c'était les montagnes pour vous? Ouais, c'était les montagnes, ouais. Autant que possible, parce qu'après, on a commencé à chercher en France. Et ça a été difficile de trouver, mais c'était notre priorité, ouais. On voulait être proche de la nature, en tout cas. Et justement, par rapport à tous ces voyages, toutes ces rencontres, ton regard vis-à-vis de la nature a changé? Alors, comme je disais au début, moi, j'étais une petite fille qui a grandi à la campagne et qui adorait jouer dehors. Mais c'est vrai que ça s'était perdu après avec l'adolescence, où j'avais envie d'être en ville. J'en voulais même à mes parents d'habiter à la campagne. Hein. Je leur disais, mais on s'ennuie ici, quoi. Moi, toutes mes copines sont en ville, il n'y a même pas de bus pour m'emmener en ville, comment je fais, quoi? J'en avais marre. Et je leur en ai voulu, quoi, d'habiter dans un trou paumé. C'est ce que je disais, alors que finalement, c'est beaucoup moins paumé chez eux actuellement que chez moi, là, maintenant. Mais donc, ouais, j'étais passée un peu à une étape où je voulais vivre en ville, puis finalement, c'est revenu. Et j'ai compris mes parents après. Je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est trop bien. C'est une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à supporter la ville. C'est beaucoup trop bruyant, ça sent mauvais, il y a beaucoup trop de monde, mais personne se parle. Enfin, c'est bizarre maintenant pour moi, la ville. Mais tu te nourris énormément, je trouve, de ton environnement aussi. Bon, déjà, aujourd'hui aussi, tu es devenue créatrice. Donc, vous avez trouvé cette maison. Ouais. Près de montagnes. Ouais, dans les montagnes, dans les Alpes. À un moment donné, sur une de tes vidéos Instagram, tu te dis, ça y est, j'ai ma maison de rêve, j'ai trouvé mon lieu de vie. Ouais, en fait, avec Jonas, on s'est toujours dit, depuis la vie en van, on s'est toujours dit qu'il fallait s'écouter, qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Enfin, autant que possible, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu envie de quitter Montréal et repartir en van, on est parti en van. On a eu envie de rentrer en France, on est rentré en France. On a toujours essayé de rester aligné avec nos envies. Et donc... Non mais alors ça c'est hyper important parce que justement c'était un peu l'intro de mon podcast. On n'est pas habitué à écouter nos envies, nos intuitions, nos ressentis. Soit on les fait taire, soit on se compare toujours au plus grand nombre, en se disant bah oui mais bon c'est pas ce qui se fait. Et c'est vrai que c'est très dur de cultiver cette foi, j'ai envie de dire, en la vie, cette confiance qu'on peut avoir en soi et en ses projets, plutôt que de se conformer. Bah, c'est sûr que ce soit Jonas ou moi, au départ, on rêvait pas de cette vie-là. Hein. On rêvait comme tout le monde, j'en sais rien, mais comme beaucoup, d'une carrière, d'un métier bien payé, d'une plus grande maison, d'une belle voiture, la totale, quoi. Vraiment la réussite sociale, comme la société veut nous la vendre, ouais. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tout ça. C'est pas ça qui nous faisait réellement envie.
Et donc moi, je me suis posé les questions, bon, qu'est-ce que je veux faire en fait comme métier? Je me suis même mise à faire des listes, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Du coup, quel métier pourrait me correspondre? Parce que finalement, j'avais plus du tout envie de travailler dans la communication, dans un bureau sur mon ordinateur, pour une autre entreprise. Mm. J'avais envie, ce qui ressortait, c'était la nature, évidemment, les animaux, et l'art. Et ça, c'est pareil, quelque chose, je ne l'ai pas dit, mais oui, quand j'étais petite, je faisais beaucoup, beaucoup de dessins. J'étais une petite artiste un petit peu. Pareil, ça s'est perdu quand j'étais à partir de l'adolescence. Et c'est revenu beaucoup plus tard, là, en rentrant en France, en fait. Et donc, tu décides de devenir... Ouais, je décide de venir. En fait, avant de quitter le Canada, je me dis, ok, je rentre en France, je fais un projet, je fais mon projet, et je veux être créatrice, je veux faire de l'art. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais le faire. D'accord. Et j'étais vraiment décidée. Et je suis arrivée en France. En fait, ce qui m'a inspirée, c'est sur Instagram, je commençais à en voir des gens qui faisaient ça, en fait. Qui vendaient des créations. Et je trouvais ça trop cool. Et je trouvais ça magnifique. Et ça m'a hyper inspirée. Et donc, je me suis dit, je fais ça. En rentrant en France, je tente ma chance. Et on verra bien ce que ça donne. Et tu décides de travailler avec des fleurs séchées. Ouais. Pourquoi ? Franchement, au début, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. La seule chose, c'est que j'avais quand même des contraintes financières. Donc je pouvais pas par exemple me mettre à faire de la poterie parce que avoir un four ça coûte beaucoup trop cher. Déjà j'avais pas de chez moi. Quand on est rentré du Canada, on était logé chez les parents de Jonas. Donc il fallait que je puisse avoir quelque chose de pas trop cher, que j'investisse pas énormément et que je puisse le transporter avec moi et avoir la place de le faire n'importe où. Bon, finalement en van, parce qu'on a racheté un autre van en France, encore. Finalement en van, bon, c'était quand même compliqué de travailler, mais je l'ai quand même fait. C'était un peu au ralenti, mais j'ai commencé à faire mon réseau comme ça et à vendre quelques créations. Et donc les fleurs, parce que de toute façon j'adore tout ce qui est naturel. Donc les fleurs, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Donc j'ai commencé à travailler avec les fleurs et puis après, je sais pas, je me suis laissée inspirer. Plus je créais, plus j'avais de l'inspiration. Et puis, en fait, je me suis même améliorée avec le temps et je suis devenue de plus en plus créative. Jusqu'à préparer une collection, enfin comment ça s'est passé l'évolution? Ouais, alors au départ, je suis partie de zéro, j'avais aucun contact sur Instagram, je connaissais personne, donc vraiment j'étais un tout petit compte, j'étais personne. Non pas que je sois quelqu'un aujourd'hui, hein. Mais maintenant ça commence à marcher, donc je suis très contente. Mais ça a mis quand même 2 bonnes années avant de fonctionner aujourd'hui. Et donc au départ c'était plus une création par-ci, une création par-là. Je faisais un peu comme je pouvais, comme je vivais en van. Et ça s'est fait petit à petit avec des belles photos, avec des belles vidéos. Voilà, c'était beaucoup de communication finalement sur les réseaux sociaux, donc ça m'aura un peu servi. En tout cas, non pas mes études, hein, je dirais pas que ça m'a servi, mais par contre mon travail à Montréal, comme je travaillais pour les réseaux sociaux aussi d'une entreprise, ça m'a beaucoup appris aussi. Et puis j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, même personnellement, j'ai toujours fait des photos. Ça a toujours été un peu mon truc, les images. Et donc au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de clients et je m'y suis tenue en fait, j'ai été assez régulière et donc aujourd'hui j'arrive à vendre à peu près tout ce que je crée, donc je suis très contente. Et tu as réussi à créer aussi un univers, donc effectivement ton expérience en communication finalement elle t'a servi, puisqu'aujourd'hui tu as une petite communauté aussi, en tout cas tu as vraiment un univers. Quand on tombe sur ta page Instagram, on devine très vite ce que tu fais. Et t'as un vrai univers qui est assez féerique, on te voit avec souvent une mise en avant quand même au cœur de tes montagnes, de là où tu vis, il y a toujours des collections qui sont présentées où il y a un thème, donc c'est toute une créativité. Et l'inspiration te vient d'où? Eh ben ouais, ça me vient déjà de la nature, ça me vient aussi beaucoup des réseaux sociaux. Donc du coup je suis rentrée un peu dans un monde de créatrices. Et donc énormément de gens, il y a énormément d'autres créatrices très inspirantes qui ont aussi leur propre univers. Et donc moi en fait ça m'a comment dire, ça m'a mis dans un mode où pareil, je me suis créé un petit peu mon univers. J'avais ma patte et j'ai la chance aussi de vivre dans un environnement magnifique, donc pour moi c'est pas très compliqué de faire de belles images à l'extérieur. Après c'est ma vraie vie, j'invente rien. Quand je vais dehors, bah ouais, mes promenades elles ressemblent
à ce que je montre dans les vidéos, parce que c'est ce qu'il y a autour de chez moi. Donc ça, j'ai beaucoup de chance, mais effectivement, faut penser à le montrer. De toute manière, faut penser à montrer ce qui est beau, en fait. Et mon atelier, j'ai toujours aimé la décoration, donc pareil, je mets beaucoup en avant mon atelier. Et je pense que c'est avec le temps, en fait. Je suis devenue de plus en plus créative et je me suis beaucoup améliorée. Quand je vois les premières créations que je faisais, c'est quand même autre chose. Et maintenant, je fonctionne aussi par collection parce que c'est plus facile pour moi de créer. Je me donne un thème à chaque collection et c'est plus facile pour moi de créer dans un thème. Comme ça, chaque création est assez cohérente. Chaque création va... Ça va dans un ensemble, et donc après pour la mise en vente par exemple, les photos, les vidéos, c'est assez cohérent visuellement, et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et comment t'as fait quand, je sais pas, peut-être quand ton activité ne fonctionnait pas assez ou comme tu le voulais, pour justement garder ton cap et te dire non mais ça c'est mon projet, je le lâcherai pas parce que finalement ça me ressemble, c'est mes tripes, c'est moi, c'est mon cœur, c'est ce que j'aime. C'était un challenge, hein. Au début, il y a eu des moments où forcément je me disais oh là là, ça marche pas, j'en ai marre, c'est long, mais il faut s'y tenir. Et après, finalement, j'ai eu quelques moments comme ça, mais rarement finalement, parce que je savais depuis le début que ça prendrait du temps. Je me suis jamais dit ok, je fais mon entreprise et ça va marcher du jour au lendemain. C'est le meilleur moyen de lâcher en fait. Et non, je savais que ça prendrait du temps et que ça se comptait en années. Et donc, j'avais pas peur que ça prenne du temps, j'avais la chance de pouvoir aussi prendre ce temps. Donc ouais, non, j'ai juste été régulière et j'ai persévéré. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est ne vous attendez pas à réussir du jour au lendemain. Ça prend du temps. Si vous vous lancez dans un truc comme ça, surtout l'art, c'est quand même pas ce qui est le plus rentable comme domaine professionnel. Donc faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Et quel conseil tu te donnerais justement Quel conseil tu donnerais à la Jess qui se lance il y a 2-3 ans avec le recul que tu as, tu ferais exactement la même chose finalement, parce que je suppose que ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Ouais, carrément, ouais, non, c'était trop bien. Enfin, c'est trop bien, j'adore ce que je fais, vraiment aucun regret. Et je lui dirais de persévérer, ouais, de pas lâcher. Vraiment, faut pas lâcher. Si tu aimes ça, fais ce que t'aimes. Après, si t'as plus envie, par contre, arrête. C'est tout, en fait. À partir du moment où t'as plus envie, t'as envie de faire autre chose, mais fais autre chose. C'est tout, tout simplement. Toujours continuer à faire ce que t'as envie de faire. Et je trouve ça remarquable parce que finalement, tous les deux, avec Jonas, vous avez vraiment réussi à vous créer la vie que vous aviez, vous, envie d'avoir. Ouais, là... Peut-être pas la vie que vos parents auraient aimé que vous ayez, non. que la société veut que vous ayez, mais par contre, vous pour vous, et ça fonctionne. Et j'ai envie de faire passer aussi un message, tu sais, finalement, quand on ose s'écouter, qu'on prend aussi des risques, alors des risques évidemment mesurables, j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même un alignement, un coup de pouce, tu vois, il y a toujours quelque chose qui se met en place. Donc l'idée c'est vraiment de dépasser finalement sa peur et de se faire confiance et de s'écouter. De s'écouter, de se dire mais moi je ressens ça et pas laisser la peur finalement à la manœuvre de notre vie. Après nous, la chance qu'on a, c'est qu'au final on a des... on n'a pas de gros besoins. En fait, comme on s'est écouté, on s'est dit ok, ça on peut enlever. Ce qui fait qu'on a moins besoin d'argent et c'est beaucoup plus facile en fait. Si tu as moins de besoins, c'est beaucoup plus facile de faire ce que tu aimes et ce que tu veux, d'avoir la vie que tu veux quand tu as moins de besoins évidemment. Si tu veux aller souvent au resto, au cinéma, dans les musées, parce que pour beaucoup de gens c'est hyper important la culture. Nous c'est vrai qu'on va pas souvent en ville, on va pas beaucoup au cinéma, on va pas beaucoup au musée, mais ça ne nous dérange pas. Et c'est vrai que notre culture, nous, c'est plus sur internet en fait. On regarde beaucoup de films, beaucoup de documentaires, on suit beaucoup de personnes inspirantes. Voilà, notre culture, c'est vrai on est très connecté. Mine de rien, on est dans la nature, mais on est très connecté. Et donc on a de moins grands besoins. Et ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile de nous écouter, de mettre les choses à plat, de se dire ok, qu'est-ce qu'on veut ? On veut être proche de la nature, ok. On veut travailler de chez nous, ok. Donc ça déjà ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on peut aller au fin fond des montagnes, c'est pas grave si on est loin d'une ville, puisque de toute façon on travaille de chez nous. Tout ce qu'il nous faut c'est une connexion internet, en fait. Donc ça a été assez simple pour nous. Mais effectivement, oui, on a réussi, on a la chance d'avoir coché à toutes les cases en fait. On voulait être dans les montagnes, on y est, proche de la nature, avoir une maison, avoir un chien. Maintenant on a un chien. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Et ça me paraît important aussi de te demander comment se passe la vie à la campagne.
Eh ben, la vie à la pour campagne. justement se faire, tu vois, des amis, rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a des codes? Moi, je reviens d'un petit séjour dans le Jura et j'ai remarqué que dans les villages, les gens se parlent vraiment. Ouais. Et moi, en ville, c'est vrai que je suis un peu dans mon monde et même le bonjour parfois devient absent, ce qui est grave, clair. hein. C'est clair. Mais c'est parce qu'on est de plus en plus individualiste, Ouais, c'est ce que j'allais dire. tous dans nos mondes. Et il n'y a plus de connexion finalement. Ouais, complètement. On s'est rendu compte que oui, dans les villages, en tout cas ici, on est très solidaires. Et effectivement, il n'y a pas cet individualisme qu'il y a en ville. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se parle, tout le monde se connaît, mais sans être pour autant les uns sur les autres, parce qu'on est aussi tous un peu pareils, tous un peu solitaires, et un peu ours, limite. Mais c'est un équilibre parfait, en fait. Tout le monde s'entend bien. On se marche pas les uns sur les autres. Tout le monde est très heureux aussi de vivre, je pense, dans cet environnement. Franchement, je pense que ça rend très très heureux. La nature fait du bien, vraiment. Nous, tous les gens qu'on rencontre ici, ils sont tous comme nous. Vraiment, on est tous ébahis devant nos montagnes. Et on est tous très heureux. Et reconnaissants. Ouais, et du coup, ça fait que les gens comme ils sont heureux, ils sont sympas. Ça va ensemble aussi. Et donc on s'entend bien avec tout le monde. Je pense qu'on peut compter sur tout le monde aussi. Le moindre problème, tu vas toquer à la porte d'à côté, les gens t'aideront. Moi, tu vois, y a énormément de personnes dans la vallée là, qui ont une petite création qui m'ont acheté, parce que c'est la solidarité, vraiment, ils soutiennent mon travail, donc c'est adorable. Et oui, ce qui change dans la ville, et ça c'est une chose vraiment qu'on n'aime pas en ville, c'est même ton voisin, il te dit pas bonjour en fait, limite. Ouais. Enfin, c'est peut-être pas partout comme ça évidemment, mais ça nous est déjà arrivé, oui, tu croises le voisin, il te regarde même pas en fait. Moi, les dernières fois que oui, c'est ça, c'est ça. Donc t'as beau être... souvent les gens disent, ah non, moi j'ai besoin de vie autour, sinon ils se sentent seuls. Mais ouais, mais... En fait, ok, il y a de la vie autour, mais t'es quand même tout seul. Enfin, je veux dire, si personne te parle, personne te regarde dans la rue, ça revient au même que d'être seul, en fait. Ici, il y a de la vie, il y a des animaux. Donc, ouais, c'est quelque chose que vraiment, la vie en village, c'est hyper agréable pour ça. Et à quoi ressemblent tes semaines, justement, de créatrice à la montagne? Eh ben, mes semaines sont plutôt tranquilles. Ça commence par... parce que c'est quand même la slow life, hein, on va pas se mentir, mais c'était ce qu'on voulait. Oui. Donc on profite du petit déjeuner sur la terrasse avec le bruit des oiseaux. On adore le silence, on aime beaucoup le silence et les bruits de la nature. Après, on travaille chacun dans notre petite pièce. On a la chance d'avoir trouvé notre maison et on a chacun notre espace pour travailler. Donc ouais, c'est une journée à travailler... à créer, j'en sais rien. Non mais tu vois, hier je te voyais et t'étais en train de dessiner ta future collection. Ouais. Rien que ça, alors moi c'est pas mon univers, donc je trouve ça impressionnant. C'est mon travail quoi. Après ça se fait, je me prends pas plus la tête que ça, c'est comme... après c'est le fait aussi que ce soit tout simplement mon entreprise à moi, forcément je décide de ce que je fais, quand je le fais, combien de temps. Je me fais pas des immenses journées, hein. Bon après sauf quand je suis à fond, là j'avoue je prends pas de jour de repos jusqu'à la fin de la collection, jusqu'à ce temps que toutes les créations soient vendues. Parfois je prends même pas un jour le week-end, j'y travaille tous les jours, mais parce que j'adore ça en fait. Et après à partir d'un moment de toute façon où il y a plus de soleil, je peux plus travailler, je peux plus créer, je vois pas bien les couleurs, c'est impossible, donc c'est dur d'avoir 31 ça me fait pas 32. non plus. Ouais mais non, c'est juste que je ferais ça pas bien si je continue à travailler dans le noir, c'est pas possible. Mes journées sont assez rythmées aussi parce qu'il y a beaucoup de tâches, mine de rien. Je fais pas, comme pourraient le penser d'autres personnes, je fais pas juste joujou dans mon atelier. Alors ça, on peut en parler. Ouais. C'est hyper intéressant, le regard justement extérieur vis-à-vis de ton métier de créatrice, qui quand même englobe beaucoup de compétences, puisqu'il y a la communication, il y a aussi toute la partie commerciale, la partie logistique, la partie aussi forcément créative, artistique. Le regard qui est posé sur ton métier aujourd'hui. C'est pas un métier qui est très considéré. Ça, c'est clair qu'on passe pour des... Je pense qu'on passe pour des feignants, hein. On va pas se mentir. Hein. On pense que comme on aime notre métier... tu travailles pas. C'est comme si on travaillait pas. Ouais. Je pense qu'un travail, il faut douiller, quoi, tu vois. Beaucoup ont cette croyance et que de se mettre dans des situations de vie
avec des métiers qui sont effectivement hard et avec un quotidien où voilà, il faut... Mais ça les rend fiers, du coup. Ça les rend fiers et forts. Ouais. J'en chie, donc je travaille bien. Ouais, c'est ça. Donc je suis quelqu'un de bien. C'est ça. Et du coup, il y a et cette toi, t'aimes ce que cette tu image. fais. Donc, Oui, et puis je travaille aussi fort. Hein. Oui. J'ai envie que ça marche, donc forcément, je travaille fort. Et donc, effectivement, je ne fais pas juste créer. Mais déjà, ça créer, c'est quand même du travail, déjà, rien que ça. Mais il y a aussi la partie photo, vidéo, montage, communication sur les réseaux. Il faut être très régulier quand même. Répondre à tous les messages, emballer tes colis, acheter le matériel, toujours faire du réassort de la logistique, donc des cartons, les papiers d'emballage, vraiment, tu vois, mon atelier, il est rempli, il n'y a même plus de place là. C'est beaucoup d'organisation, c'est moi qui l'ai posté, enfin bref, on a plusieurs casquettes, les créatrices. Enfin, je dis les créatrices, il y a beaucoup de créatrices, mais il y a aussi des créateurs, bien sûr. Et donc oui, c'est un métier complet. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de tâches à faire. C'est du boulot, quand même. Et si tu veux réussir, de toute façon, il faut travailler. Et pour le coup, tu ne comptes pas tes heures. Et c'est pour ça qu'heureusement qu'on aime notre métier, ce qui fait que c'est pas grave si tu travailles le samedi, le dimanche, tu t'éclates aussi. Donc, et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui avec Instagram, le contenu en tout cas qui est accessible pour tout le monde, ne nous permet pas non plus de nous rendre compte des heures de travail. Moi je le vois avec le podcast où effectivement c'est toujours du temps, il faut le préparer, il faut contacter l'invité, il faut d'abord se rencontrer, il faut se déplacer, après il y a le montage, la communication. C'est pas forcément un métier en plus qu'on maîtrise parfaitement avec des codes. Donc puis il faut toujours se réadapter parce que Internet ça évolue sans arrêt, donc il faut toujours se réadapter, toujours être à la page. Donc c'est du boulot. Et effectivement, j'ai le même ressenti que toi, c'est tu t'amuses bien, je m'amuse, c'est du travail. Et c'est pas parce que c'est du divertissement pour les autres que toi tu t'amuses. C'est un vrai travail. Et souvent, par exemple, le métier typique que les gens vont critiquer, c'est les youtubeurs. Les youtubeurs, s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, s'ils sont tant réussis, c'est parce qu'ils bossent, mais comme des fous. C'est vraiment, moi qui ai une petite chaîne YouTube, que je ne nourris pas assez, je vois le temps que ça me prend, juste de filmer, de monter, de choisir les musiques, de les publier, de faire des descriptions, d'en faire la communication. Enfin, c'est un boulot de fou, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas le temps d'en faire, je n'en fais pas assez, j'aimerais en faire plus, mais c'est beaucoup de temps. Comment tu te vois pour justement, j'aime bien poser cette question souvent, pour les prochaines années dans ta manière de créer? Est-ce que tu imagines toujours le même univers, ou est-ce que tu te poses pas de questions et que tu le fais justement comme finalement ta manière de vivre, c'est-à-dire en flow, quoi. Non, je vois pas, je peux pas imaginer plus tard à quoi ça ressemblera, ma boutique à quoi elle ressemblera. Peut-être que je pense que je ferai toujours quelque chose d'artistique tant que je peux financièrement me le permettre, et que si ça marche, je continuerai à faire de l'art, ça c'est sûr, c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce qui me correspond le plus. Aujourd'hui, je me verrai pas faire autre chose pour l'instant. Par contre, ça se trouve, je ne bosserai plus avec des fleurs. Peut-être que je ferai totalement autre chose. Je n'en sais rien. Franchement, ça, je sais pas. Je ferai à l'envie. Et je me laisserai porter, je pense. Par mon art. Trop bien. J'aime bien te poser cette question aussi souvent. Si tu as une citation ou une personne qui t'inspire, toi, dans ton quotidien, dans ta vie en ce moment. Une personne qui m'inspire, il y a des créatrices qui m'inspirent beaucoup sur internet, que je suis. C'est comme je disais, je suis très connectée, et c'est pour ça que j'adore les réseaux sociaux. Pour moi, ça n'a jamais été un... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les réseaux sociaux. Moi, je vois que du positif personnellement, mais ça m'a jamais fait du mal, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de déconnecter justement parce que ils vont se comparer, ou... Et voilà, ça va atteindre... Il y a des choses qui vont atteindre des personnes, mais moi, je prends énormément d'inspiration sur Internet, et notamment dans la façon de vivre des gens. Et donc, il y a des créatrices que j'adore, qui sont très inspirantes au niveau de leur réussite. Je pense à Caro from Woodland, qui est une illustratrice, qui a réussi. Vraiment, elle travaille énormément, et elle a plein de projets. Elle fait des livres, elle fait beaucoup d'illustrations, elle a une chaîne YouTube donc, qui est hyper remplie. C'est très intéressant au niveau de l'entrepreneuriat aussi.
Et vraiment, je l'admire, cette nana. Vraiment, elle est trop forte. Et pourtant, je fais pas du tout la même chose qu'elle. Je suis pas vraiment dans le même univers, mais elle m'inspire beaucoup. Ouais. Même sa personnalité, je me retrouve dans pas mal de choses qu'elle dit. Et d'ailleurs, elle était community manager aussi avant d'être créatrice. Donc je me retrouve dans pas mal de choses et ouais, j'adore cette femme. Sinon, il y a aussi Yona Yintan, que j'adore, qui est une Suédoise, qui est quand même très connue, et qui est une femme, donc déjà c'est une artiste aussi, mais aussi qui a une vie très simple en Suède, dans le nord de la Suède. Donc elle vit dans une belle maison suédoise au bord d'un lac, au milieu de la forêt. Enfin, c'est magnifique, ça vend du rêve, quoi. Et donc elle, très très inspirante aussi, avec une vie simple, des belles valeurs. Pareil, je me reconnais. Enfin, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis 100% d'accord avec elle, quoi. Donc j'adore suivre ce genre de personnes. Okay. Et pour les citations, j'ai pas vraiment de citations, mais les deux choses qui me viennent en tête là, c'est, comme on le dit, suivre ses envies, toujours. Et qu'on n'a qu'une seule vie aussi, c'est bateau, mais c'est vrai, et ça, faut toujours se le rappeler, on en a qu'une, donc faut en profiter. Et donc c'est pas... t'as pas le temps en fait. Si t'as envie de faire quelque chose, si tu peux le faire, fais-le. En fait, te prends pas la tête. Juste suis tes envies et c'est maintenant en fait. Enfin, c'est très très bateau, mais il y a que ça de vrai. Enfin, vraiment. On n'a qu'une seule vie. Merci en tout cas pour ton partage. Merci à toi. Et puis on peut te retrouver où justement pour découvrir ton univers? Et bien sur mon compte Instagram i.maca.art. Et voilà, c'est i.maca.art sur à peu près tous les réseaux. Sinon, c'est Jess Maca Art, parce que le nom de mon entreprise, c'est Maca Art. Voilà. D'accord. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Ça marche, merci. Merci. Merci à toi.